Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est double dose de découverte dans Futura Innovation grâce à notre partenaire Hello Futur. En plus de notre nouvelle interview à paraître ce mercredi, on vous propose d'explorer les secrets de l'intelligence artificielle. En compagnie de 2 expertes de la firme Hugging Face, découvrez l'IA comme vous ne l'avez jamais abordée. Au fil de cet échange, vous apprendrez comment elle fonctionne, pourquoi elle hallucine et quels sont les risques et les avantages liés à son utilisation et à sa manipulation. Si cet épisode vous plaît, pensez à lui laisser un commentaire et rendez-vous sur le site d'Hello Futur, hellofutur avec un e.orange.com. Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur qui explore l'avenir de la tech, ses enjeux pour nous citoyens, entrepreneurs, étudiants ou chercheurs. Je suis Hugo Sedouraman, journaliste, et je vous propose de décrypter aujourd'hui les tendances tech qui feront notre quotidien de demain. Au programme de ce premier épisode, l'intelligence artificielle et plus précisément l'IA générative. Vous l'avez compris, nous allons parler des outils capables de créer des images, du texte, du code et bien plus encore. Depuis le début de l'année, il ne se passe pas un jour sans que l'on ne parle pas de ChatGPT, le modèle de langage d'OpenAI, la société qui connaît la plus grande croissance de l'histoire d'Internet. Suite à l'investissement de Microsoft, OpenAI serait même valorisé autour de 29 milliards de dollars. Évolution ou révolution? Quoi qu'il en soit, l'IA générative soulève d'innombrables questions. On parle de questionnements sur le droit d'auteur, sur la place de la création, sur la vérification des informations via la création de deepfakes ou de fake news, l'avenir du travail, sans oublier l'inclusion ou l'exclusion que peuvent générer les biais algorithmiques. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, tant pour la société que pour les entreprises, j'accueille aujourd'hui Clémentine Fourier. Bonjour Clémentine. Bonjour Hugo. Clémentine, vous êtes docteur en informatique, ex-INRIA, qui est l'Institut de recherche en sciences et technologies du numérique, et vous êtes aujourd'hui chercheuse chez Hugging Face, une société franco-américaine spécialisée dans le développement d'outils de machine learning. À mes côtés également Giada Pistilli. Bonjour Giada. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, responsable des sujets éthiques en intelligence artificielle chez Hugging Face. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors avant de commencer, on peut peut-être parler très rapidement de ce que fait Hugging Face au quotidien. Alors, Hugging Face est une entreprise qui a pour but de démocratiser le machine learning. Ça se traduit par un ensemble de choses. Déjà, nos ingénieurs rendent accessibles les outils du machine learning, c'est-à-dire des modèles, des logiciels que les entreprises peuvent ensuite entraîner chez eux. Le tout en open source, pour que ce soit le plus accessible possible au plus grand nombre. On a aussi une plateforme sur laquelle les individus comme les laboratoires de recherche peuvent mettre leurs modèles, leurs jeux de données. Là aussi, pour les rendre accessibles, on est un petit peu de ce point de vue-là le GitHub du machine learning. Après, on a des équipes de recherche d'un point de vue plus pratique, ce qui est mon côté, ou éthique, concernant l'intelligence artificielle. L'éthique, c'est le côté de Giada. Alors Clémentine, vous avez parlé de modèles. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites modèle, pour que tout le monde comprenne? Alors, un modèle, pour nous, c'est une machine à transformer des nombres. En fait, ce qu'on utilise en machine learning, ce sont des grosses fonctions mathématiques qui s'appellent des réseaux de neurones. Et ces fonctions mathématiques nous servent à obtenir une représentation de nos données qui va ensuite pouvoir être utilisée et transférée à différents cas d'utilisation. Donc quand on dit que ChatGPT, par exemple, est un modèle de langage, c'est exactement de ça dont on parle. Tout à fait. ChatGPT est un réseau de neurones qui a été entraîné sur du texte, c'est-à-dire qu'on a pris du texte, on a retiré des mots, on l'a donné à manger à une grosse machine à nombres qui a essayé de prédire quel était le mot manquant. On a regardé quelle était la différence entre la prédiction du modèle et le mot effectif, ce qui nous donne une erreur, et on a changé la mécanique interne de ce modèle pour réduire l'erreur. Et on a répété ça des milliers et des milliers de fois, et c'est ce genre d'outils qui sont utilisés pour ChatGPT, GPT-4, mais aussi des modèles multimodaux comme Flamingo, ou même les outils de ce type DeepL ou Whisper ou équivalent fonctionnent sur ce principe. Si j'ai bien compris, ChatGPT est capable de prédire le mot suivant, mais comment il fait pour prédire la phrase suivante, le chapitre, le paragraphe, voire d'écrire des pages entières? Du coup, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça fonctionne
non pas à l'échelle de la phrase, mais à l'échelle du mot, ou même plus spécifiquement du sous-mot. Ce qu'on demande à ces modèles génératifs, c'est de prédire des mini-unités de vocabulaire, qui peuvent être des caractères ou des sous-mots. Et une fois qu'il en a prédit un, il va prédire la suivante, puis la suivante. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement autorégressif. À partir de sa propre prédiction, il va prédire la suite, concrètement. Donc on dit que c'est une intelligence artificielle, mais ce n'est pas du tout intelligent, c'est que des statistiques. Exactement. En fait, le terme intelligence artificielle, c'est le terme qui désigne la discipline scientifique qui s'intéresse à reproduire artificiellement tout ce qui constitue l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est large. Et il y a à la fois de la perception de son environnement, une compréhension de l'environnement, des capacités d'interaction. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de robot intelligent, on n'a pas d'intelligence artificielle telle que le grand public se l'imagine avec Terminator ou ce genre de... Dans tous les films de science-fiction qu'on a pu connaître. Exactement. Donc, Giada Pistilli, vous êtes chez Hugging Face également. Vous êtes responsable des sujets éthiques. C'est un poste qui est important aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'éthique en intelligence artificielle va devenir centrale demain ? Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning, comme on veut l'appeler, ça peut avoir des applications et aussi un impact sur la société ou ses utilisateurs qui peut être divers et variés. S'intéresser à l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est essayer de comprendre quelle peut être la meilleure utilisation possible et pour avoir un impact le plus positif possible, on va dire, sur ses utilisateurs et donc au sens plus large, ça peut être aussi la société tout entière parce que là, on est en train de parler de modèles de langage, par exemple, donc qui sont interrogés directement par ses utilisateurs, mais il y a aussi énormément de cas d'application d'intelligence artificielle dont l'utilisateur n'en est pas forcément conscience. Je pense notamment au moteur de recherche ou à la prédiction de mots dans Gmail, par exemple, quel va être le prochain mot. Donc, il peut avoir parfois des interactions avec l'IA qui ne sont pas forcément visibles ou transparentes. Donc l'idée de s'intéresser à l'éthique, c'est à la fois d'essayer de prévoir les cas malveillants, par exemple, qu'il peut avoir, faire un calcul de risque, mais aussi, j'ai envie de dire, l'approche à Hugging Face, c'est surtout essayer de montrer par des bons exemples quelles peuvent être les bonnes utilisations. Et donc, en éthique, surtout comme étant une branche de la philosophie, c'est essayer vraiment de réduire ce qu'on appelle la souffrance chez les êtres humains. Évidemment, c'est une énorme tâche, donc j'ai énormément de collègues aussi qui m'aident là-dessus. Mais voilà, c'est à la fois faire de la prévention de risques et essayer d'assurer des bons cas d'utilisation. Donc, du coup, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans lesquels des IA aient été utilisés à des fins malveillantes ou alors aient créé des biais qui aient eu un impact important sur des minorités ou autres ? Bien sûr, déjà, il faut faire un peu la distinction entre ce qu'est l'intention ou pas, parce que parfois, là où c'est intéressant de s'intéresser aussi aux enjeux éthiques, c'est de savoir, par exemple, s'il y a un ingénieur ou un développeur qui veut développer un modèle d'intelligence artificielle de manière pas intentionnelle, j'ai envie de dire, vous avez nommé justement les biais, ça veut dire que sur une prédiction, justement, comme expliquait Clémentine, le modèle peut être basé sur des données qui ne vont pas représenter, par exemple, toute la population, toutes les langues. Et donc, avoir des biais, ça veut dire avoir soit une surreprésentation d'une population, soit une sous-représentation. Donc, ça veut dire des données manquantes. Et donc, ça peut être de fait de façon intentionnelle ou pas. Souvent, c'est pas intentionnel. Mais les cas malveillants intentionnels, ça peut être, par exemple, la génération d'images de deepfake. Donc, les deepfakes, ce sont en effet des images qui représentent des individus, soient-ils célèbres ou pas, qui sont en train de faire des actes ou des actions dont ils ne sont pas à l'origine. Et on peut imaginer, notamment dans le journalisme, comme ça peut avoir un impact d'ailleurs, parce qu'on va devoir se poser la question de savoir quelle est l'origine, quelle est la source d'une donnée, soit-elle donc textuelle ou image ou vidéo, audio. Et donc de savoir si c'est vrai ou pas, en gros. Mais quelque part, la question que je me pose, c'est qu'il y aura toujours des biais dans le sens où donc ces modèles sont construits autour de données qui existent.
mais ces données ne sont pas la représentation de la réalité. Exactement. Donc, quelque part, on aura toujours des biais. De mon point de vue, on ne peut pas avoir un modèle d'IA dit pas biaisé parce que à la fois on peut parler des biais cognitifs, donc des choses par exemple d'imaginer, je dis une bêtise, mais je suis italienne, donc vous allez avoir peut-être un biais cognitif qui va vous dire elle sait très bien faire à manger, elle fait des spaghettis incroyables, mais ça c'est un biais aussi parce que c'est basé sur ma nationalité, ou alors en effet des jeux de données, c'est juste en fait il faut l'imaginer comme une espèce de photographie qui est l'impression d'un moment précis dans l'histoire. Et surtout, souvent, c'est sur une langue particulière parce qu'en effet, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une prédominance, par exemple, de la langue anglaise. Mmh. Et donc, ces modèles, ils vont moins marcher ou marcher moins bien sur des langues qui sont minoritaires. Donc, exclure des populations. Exactement. Et donc, ça, c'est de la surreprésentation où ils surreprésenter, par exemple, des points de vue ou des valeurs qui appartiennent à une population en particulier. D'accord. Pour parler positivement de l'intelligence artificielle, Clémentine, quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui dans l'utilisation de ces technologies ? Alors, on est vraiment au balbutiement de la technologie à l'heure actuelle. Donc, il y a un ensemble de cas d'usage qui vont émerger avec ce qu'on va pouvoir voir comme étant des possibilités de ces modèles-là. Cela dit, à l'heure actuelle, c'est déjà utilisé pour faire, par exemple, ce qu'on appelle de la summarization, donc du résumé de contenu. Vous pouvez fournir votre CV, votre lettre de motivation et dire quels sont les éléments clés, par exemple. Et ça peut faire ce genre de choses. Ça sera aussi possiblement très utile pour du reformatage de données. Passer des données d'un format à un autre format. C'est utilisé un petit peu pour l'inverse de la summarization, c'est-à-dire à partir d'un résumé, générer un texte long qui explique ce qui se passe au niveau du texte avec des faits supplémentaires, mais il faut garder en tête ce que disait Giada précédemment sur le fait qu'on est dans un monde où on arrive à un monde de post-vérité. C'est-à-dire que ces modèles qu'on utilise, les modèles génératifs, ne contiennent pas une vérité absolue. Ils génèrent des statistiques par rapport aux données qu'ils ont vues. Donc tout ce qui est généré à l'heure actuelle par ces outils doit être vérifié par l'humain. J'avais vu passer au début de GPT-3 sur Twitter un médecin qui disait « Vous allez pouvoir vous en servir pour regarder des sources scientifiques sur des maladies que vous ne connaissez pas. » Non, vous ne pouvez pas faire ça à l'heure actuelle. Les sources que ça va vous sortir sont fausses. Ça copie la forme, mais pas le fond. Ça, c'est important de le préciser. C'est extrêmement important que les gens... L'IA ne comprend pas ce qu'elle dit. Non. L'IA ne comprend pas, et c'est pour ça que le terme intelligence artificielle est autant un problème. Mmh. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage automatique sur des données qui, 1, comportent des biais, 2, sont incomplètes, et 3, sont traitées sans la moindre compréhension. C'est juste des statistiques. Ce qui veut dire que si jamais vos données contiennent des choses qui sont pour certaines fausses et pour d'autres vraies, le modèle va assigner juste une probabilité statistique aux choses vraies et fausses sans avoir d'opinion sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mmh. Et Giada, j'imagine que les entreprises qui sont des clients d'Hugging Face ou d'autres modèles vont prendre des risques quelque part. C'est vrai qu'on n'est pas prêt au sens large. Après, ça peut rester intéressant sur des tâches précises, comme précisait aussi Clémentine. Le risque que moi je vois lorsqu'on intègre des modèles de langage, par exemple, juste pour faire de la recherche, comme de la recherche sur Internet, soit-il par Bing ou Google, c'est vrai que lorsque, par exemple, il n'y a pas de hiérarchisation des données ou des sources, des informations, nous, en étant tous les trois chercheurs, journalistes, on sait que c'est plus important, par exemple, d'avoir une source qui vient d'une encyclopédie ou d'une source sûre, on va dire, plutôt que d'un article de blog d'une entreprise lambda, par exemple. Et quand on essaie de chercher sur Bing, les informations vont être au même niveau parce qu'en effet, ça ne fait que représenter ce qui est le plus présent, on va dire, sur Internet à ce moment-là. Et donc, ça peut mélanger des informations qui ne sont pas vraiment vérifiées et des vraies informations qui proviennent, par exemple, d'une encyclopédie. D'accord. Mais alors, pour parler, on va dire, de manière futuriste, comment vous voyez, en tant que chercheuse, le développement de l'IA dans les 5-10 prochaines années? Est-ce qu'on est dans des scénarios à la Minority Report tels qu'on peut les imaginer? Parce que comme on voit la course en ce moment à l'IA de la part de tous les grands groupes technologiques, il y a des annonces tous les jours de nouveaux modèles, de nouvelles technos, etc. Quand on observe cette course-là, on se dit, en fait, c'est exponentiel, cette croissance. Au niveau des grandes thématiques qui vont probablement émerger,
Je pense que la première, et celle sur laquelle on est en train de faire le plus de progrès en ce moment, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire n'être pas seulement sur du texte ou seulement sur des images, mais pouvoir combiner les deux, voire pouvoir générer, à partir d'un prompt, à partir d'un résumé, une vidéo entière. Ce qui, du coup, soulève le point dont Giada parlait précédemment de « nous rentrons dans une ère de la post-vérité ». Ça va devenir de plus en plus compliqué de déterminer si une image est vraie ou pas. Ce qui, du coup, amène un nouveau pan de recherche qui est, comme on a sur les billets de banque, du watermarking pour déterminer un billet qui est vrai ou un billet qui est faux, cette question de comment est-ce qu'on pourrait intégrer à des images générées par l'IA des marques qui permettraient aux gens de savoir précisément si jamais c'est vrai ou faux. Lié à ça, on a aussi le fait que ces modèles maintenant commencent à être développés en ayant accès à Internet, ce qui soulève des gros problèmes de sécurité. C'était pas le cas avant ? Les modèles n'allaient pas avoir un accès, disons, interactif à Internet et probablement à une moins grande échelle, mais après je ne peux pas savoir ce qui se passe dans chaque entreprise précisément. À l'heure actuelle, si votre modèle part à la fois des données qu'il a et des données qu'il trouve sur Internet pour faire des générations, ça veut dire que n'importe qui peut mettre sur Internet des instructions pour le modèle. Dans le sens où on peut mettre... Il y avait un chercheur qui avait mis comme ça sur son site Internet, si vous mentionnez telle personne, terminez toutes vos phrases par Bob Bob, quelque chose du genre. Et donc, il a commencé à interagir par le modèle en se mentionnant, et le modèle, sans autre message d'erreur, quoi que ce soit en fait, a rédigé son paragraphe, point, Bob Bob, point. C'était pas Bob Bob précisément, mais ça vous donne l'idée, quoi. Et on rigole, mais c'est assez grave en fait. Mais c'est un problème. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que ce modèle, du coup, en allant chercher des nouvelles sources d'informations, a été soumise à ce que nous, dans le jargon, on appelle des attaques adversariales. C'est-à-dire des points faibles, en fait. Comment est-ce qu'on peut trouver des points faibles, des points d'entrée du modèle ? On va conclure avec Giada sur cette vraie question qui est, aujourd'hui, on a expliqué qu'il y avait un besoin de concertation des entreprises, des pouvoirs publics, des citoyens, autour des questions d'éthique IA. Comment on s'y prend, d'une part, et puis est-ce qu'il y a quand même des points de recherche qui sont quand même vertueux pour l'humanité ? Ouais, c'est vrai qu'on pose les grandes questions là. Déjà, pour essayer de faire le lien, il y a énormément d'a priori quand on entraîne des modèles, soit-il donc des modèles de langage, d'images, etc. C'est le parti pris de savoir que les données sur lesquelles on l'entraîne, constituent la vérité. Ou en effet, cette fenêtre, cette espèce de photographie de la réalité, et c'est ce qu'elle va reproduire. Donc, à partir de là, déjà, est-ce que tout ce qu'il y a sur Internet, c'est vrai ? Est-ce que c'est la vraie représentation de la société ? Sachant que rien qu'aujourd'hui, je lisais l'autre jour que je crois qu'il y a entre 18 et 20% des citoyens français qui n'ont pas accès à Internet. Donc, comment est-ce qu'on représente ces gens-là ? Est-ce que juste si on n'a pas accès à Internet, donc on n'existe pas, on ne sera jamais représenté ? Donc, ça pose des vraies questions. Après, il y a en effet des cas positifs. Mais déjà, pour répondre à la question, je pense qu'il faut ouvrir le plus possible, à la fois pour permettre à la recherche de mieux étudier, de mieux comprendre ce qui se passe. C'est important que des journalistes comme vous s'intéressent à la question pour démystifier, parce qu'on a passé les 10 dernières années à en parler comme étant une boîte noire, quelque chose d'incompréhensible, que même les développeurs même comprenaient même pas. Et la réalité, c'est que, comme disait Clémentine, c'est des stats, c'est très simple. Enfin, je vais pas dire c'est très simple, mais entre guillemets, c'est possible de comprendre ce qui se passe. Et des cas d'utilisation intéressants, pour moi, si on se limite par exemple au modèle de langage, ce sont toutes ces compétences à traduire. Par exemple, la simplicité et la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut traduire des bouts de phrases, des documents entiers. La facilité de rechercher, par exemple, au sein de documents. Je pense à tous celles qui nous écoutent qui probablement ont affaire à Excel, une feuille Excel qui est pénible. Imaginez d'avoir demain un assistant qui va nous aider à naviguer mieux ces données, à naviguer ces calculs. C'est très impressionnant.
impressionnant et ça va être très utile. Après, à aujourd'hui, on est au stade un peu du Far West, comme je l'appelle, où on teste, on stresse, on casse. Si ça marche pas, on essaie autre chose. Et c'est là où ça commence à devenir difficile de contenir tout ça. Lorsqu'il y a des nouveaux GAFAM tous les jours qui déploient de nouveaux modèles, mais c'est vrai qu'il y a des cas d'utilisation intéressants où, par exemple, de la génération de sous-titres pour les personnes, par exemple, qui peuvent pas écouter ou entendre. Donc ça devient intéressant. Mais c'est vrai que avoir une grande concertation, en discuter, démystifier et ramener ça vraiment au grand public, ça devient fondamental. À la fois pour les, on va dire, les décideurs politiques pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe, pour pouvoir mieux avoir une discussion ouverte. Et il faut que ce soit un sujet qui soit réapproprié en fait du grand public, je pense. Très bien. Clémentine, un mot pour conclure ? Un usage positif qui est en train d'émerger à l'heure actuelle de façon massive, c'est le support à la créativité. C'est-à-dire qu'on peut maintenant générer de la poésie de base, on peut générer des images qui peuvent ensuite servir de base à la créativité humaine. On pensait pas, dans la science-fiction des années 50, que c'est dans la créativité que l'intelligence artificielle aurait son impact, mais le cas d'usage positif vraiment à l'heure actuelle, c'est là-dessus. Parce que sur la créativité, la vérité, on s'en fout, objectivement. Ouais, tant que c'est notre contenu, en effet, il faut que ça devienne un outil de coopération. C'est ça. Et quand c'est affiché clairement que c'est de la fiction, ou alors la fiction assistée par l'IA, on aura des sujets de droit d'auteur, j'imagine, à traiter dans le futur. Tout à fait. Mais ce sera pour un prochain épisode, j'imagine. Merci Clémentine Fourier, merci Giada Pistilli. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les questions éthiques et les applications futures de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été présente pour ce premier épisode de Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. À très vite pour un prochain épisode. C'était Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur.